Ma femme a exigé, j'ai besoin d'accéder à ton héritage ou je m'en vais et j'ai dit, alors elle pensait que je bluffais jusqu'à ce qu'elle voie que j'avais transféré les fonds dans une fiducie irrévocable qui exclut spécifiquement les conjoints. La réaction de son avocat était impayable. Moi, homme de 35 ans, j'ai perdu mon père l'année dernière d'un cancer. C'était brutal de le voir partir. Nous étions proches. Le genre de proximité où l'on n'a pas besoin de parler pour communiquer, vous voyez ce que je veux dire. Il avait bâti une entreprise à partir de rien, fabriquant des pièces pour des entreprises aérospatiales. Il l'a vendue quelques années avant de tomber malade, a investi le produit de la vente, et a tout fait correctement. Lorsqu'il est décédé, il a laissé tout ce qu'il avait, partagé entre ma sœur et moi. Après les impôts sur la succession lors du partage, j'ai hérité d'environ 823 000 $. Ma femme, 33 ans, et moi sommes mariés depuis 6 ans. Elle travaille à temps partiel comme comptable et gagne peut-être 28 000 $ par an. Je suis ingénieur en mécanique, je gagne environ 94 000 $. Nous avons toujours gardé des comptes séparés. Son compte chèque, mon compte chèque, et un compte joint pour l'hypothèque et les factures. Ça a toujours bien fonctionné. Quand l'héritage a été débloqué, je l'ai placé dans un compte d'investissement séparé, dans une autre banque. Juste à mon nom. Je lui en ai parlé immédiatement. Je lui ai montré les relevés, le montant exact, tout. Je ne suis pas du genre à cacher mes finances. Elle a dit toutes les choses qu'il fallait dire, à quel point elle était désolée pour papa, à quel point elle était reconnaissante qu'il ait été si intelligent avec l'argent, comment c'était un bon filet de sécurité pour nous, et comment nous n'y toucherions pas à moins d'en avoir vraiment besoin. Cela a duré peut-être 3 semaines. Ça a commencé subtilement. Nous prenions le café un matin et elle a lancé, tu sais, je pensais qu'on devrait vraiment moderniser la cuisine. Elle commence à faire dater. Nous avions rénové la cuisine il y a 5 ans. Elle est très bien. Utilise une partie de l'héritage, a-t-elle poursuivi. Juste genre 30 000 $. On récupérera tout quand on vendra de toute façon. La cuisine est très bien. Eh bien, ma voiture commence à se faire vieille. Sa voiture est une Honda Accord de 2019. Elle a 64 000 km au compteur. Ta voiture est pratiquement neuve. Je pense juste qu'on devrait profiter de l'argent. Tu sais, ton père voudrait qu'on en profite. J'ai laissé couler, mais ça revenait sans cesse. Sous des angles différents à chaque fois. Je pensais retourner à l'école, passer mon expertise comptable. Je pourrais arrêter de travailler, me concentrer sur mes études. L'héritage pourrait nous soutenir. Je pourrais prendre quelques mois de congé, voyager, me vider la tête. Nous avons l'argent. Nous devrions investir dans des propriétés locatives, utiliser l'héritage comme acompte. Chaque conversation revenait inévitablement à cet argent. Puis, un mardi soir, nous dînions. J'avais fait du poulet au parmesan. Elle a posé sa fourchette et m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Dure, déterminée. Il faut qu'on parle de ton héritage. Quelque chose dans son ton m'a noué l'estomac. D'accord, je veux être ajouté au compte. J'ai arrêté de mâcher. Quoi? Je devrais avoir accès, un accès complet. Nous sommes mariés. Ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à toi. C'est littéralement ce que signifie le mariage. C'est l'argent de mon père. Il me l'a laissé à moi. Et tu es mon mari. Nous sommes censés être partenaires en tout. Comment pouvons-nous être partenaires si tu gardes cet énorme tas d'argent séparé de moi? Ce n'est pas séparé de toi. Tu es au courant. Tu sais exactement combien il y a. Je ne le cache pas, mais je ne peux pas y accéder. Je ne peux pas virer d'argent. Je ne peux pas prendre de décision d'investissement. Je n'ai aucun contrôle. Ce n'est pas un partenariat. C'est mon héritage. Il reste à mon nom. Son visage a changé. Il est devenu plus froid. Donc tu ne me fais pas confiance. Ce n'est pas le sujet. C'est exactement le sujet. Tu ne me fais pas confiance avec l'argent. Tu penses que je vais faire quoi? Tout flamber? Le voler? Je pense que cet argent est séparé. Ce ne sont pas des fonds matrimoniaux. C'est ce que papa m'a laissé. Des fonds matrimoniaux. Elle a ri, mais ce n'était pas un son joyeux. C'est fort, ça. Tu sais quoi? Très bien.
Voilà comment ça va se passer. Soit tu m'ajoutais à ce compte, accès complet et total, contrôle égal, soit je pars. Le silence était si lourd que je pouvais entendre le réfrigérateur bourdonner depuis l'autre pièce. Tu me poses un ultimatum. Je te dis ce dont j'ai besoin pour me sentir comme une partenaire égale dans ce mariage. En menaçant de partir si je ne te donne pas accès à mon héritage. En indiquant clairement que je ne resterai pas dans un mariage où mon mari ne me fait pas confiance avec l'argent. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Cette femme que j'avais épousée il y a 6 ans, avec qui j'avais construit une vie, qui était maintenant assise en face de moi à menacer de partir si je ne lui remettais pas près d'1 million de dollars. Alors pars. Elle a cligné des yeux. Quoi? Tu m'as entendu. Si c'est ton ultimatum, pars. Tu ne penses pas ce que tu dis. Je le pense absolument. Tu veux mettre fin à notre mariage parce que je ne te donne pas accès à l'argent de mon père. Très bien, mets-y fin. Tu penses que je bluffe. Je prends ton ultimatum au sérieux. Il y a une différence. Son visage a traversé environ 15 émotions différentes. Choc, incrédulité, colère, retour au choc. Tu me laisserais sérieusement partir pour ça? C'est toi qui menaces de partir. Je te prends juste au mot. C'est de la folie. C'est juste de l'argent. Si c'est juste de l'argent, pourquoi menaces-tu de divorcer pour ça? Elle s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. Très bien, très bien. Je vais aller chez ma mère. Pour te donner le temps de te calmer et de réfléchir à ça rationnellement. Quand tu seras prêt à avoir une conversation d'adulte sur le fait d'être de vrais partenaires, tu sais où me trouver. Elle a attrapé son sac à main, son téléphone, ses clés de voiture, et a franchi la porte sans faire de sac, sans dire au revoir, elle est juste partie. Je suis resté assis à cette table pendant un long moment. Le poulet au parmesan a refroidi. J'ai repassé la conversation en boucle, essayant de comprendre si j'avais mal compris quelque chose. Mais non, elle avait été limpide comme de l'eau de roche. Lui donner accès à l'argent, ou le mariage était fini. J'ai appelé ma sœur vers 21h ce soir-là. Et, ma femme vient de partir. Quoi? Pourquoi? Elle m'a posé un ultimatum concernant l'argent de papa. Elle veut un accès complet où elle part. Silence à l'autre bout du fil. Alors tu as besoin d'un avocat. Ouais, je connais quelqu'un. Une spécialiste de la planification successorale. Elle est bonne. Vraiment bonne. Je t'envoie ses coordonnées par texto. Merci. Tu vas bien? Honnêtement, je ne sais pas encore. Je suis encore en train d'assimiler. Appelle-la demain à la 1re heure. N'attends pas pour ça. J'ai appelé le lendemain matin. J'ai obtenu un rendez-vous l'après-midi même. Le bureau de l'avocat était dans un de ces vieux bâtiments en briques du centre-ville. 3e étage, boiserie, diplôme sur le mur remontant aux années 80. L'avocat lui-même, un homme plus âgé, cheveux argentés, costume coûteux, avait cette façon de vous regarder qui disait qu'il avait entendu toutes les histoires possibles et qu'aucune ne l'impressionnait. Je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière dans son fauteuil en cuir. Puis-je être franc avec vous, s'il vous plaît? Votre femme vient de vous dire exactement qui elle est. Elle accorde plus de valeur à cet argent qu'à votre mariage. C'est ce que signifie un ultimatum. Croyez-la. Je commence à le croire. Bien, car voici ce que nous allons faire, et nous allons le faire vite. Un trust irrévocable. Nous transférons cet héritage dans le trust. Nous faisons de vous le bénéficiaire principal. Mais voici la partie cruciale, nous rédigeons le trust de manière à ce que les conjoints soient explicitement et spécifiquement exclus de toute réclamation sur les actifs. Qu'elle demande le divorce demain ou dans 10 ans, peu importe. Cet argent est complètement protégé. Il ne peut pas être touché. Il ne peut pas être divisé. Il ne peut pas être réclamé comme bien matrimonial. À quelle vitesse peut-on mettre ça en place? Brouillon d'ici la fin de la semaine. Vous relisez et signez en début de semaine prochaine. On transfère les actifs et c'est fait. Une fois que c'est irrévocable, c'est verrouillé pour toujours. Même vous ne pouvez pas le dissoudre. C'est ce qui le rend inattaquable. Faites-le. Homme intelligent. Votre père vous a bien élevé.
Ma femme m'a envoyé un texto ce soir-là. Tu t'es calmé? Prêt à parler de ça comme des adultes? Moi, ma réponse est toujours non. Elle, alors je suis sérieuse. C'est rédhibitoire. Je ne resterai pas dans un mariage où l'on me traite comme si on ne pouvait pas me faire confiance. D'accord, c'est tout. Tu vas vraiment me laisser partir? Tu m'as posé un ultimatum. Tu as menacé de mettre fin à notre mariage. Je te prends au sérieux. Waouh. Juste waouh. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste. Cet argent fait de toi une personne différente. Je n'ai pas répondu. Qui avait-il à dire? Elle est restée absente 1 semaine, 2 semaines, a envoyé quelques textos pour demander si j'avais retrouvé la raison. Je n'ai pas répondu. Puis elle a envoyé un texto demandant à venir chercher des vêtements. Moi, c'est ta maison aussi. Tu n'as pas besoin de ma permission. Elle est passée un après-midi en semaine pendant que j'étais au travail. Elle a pris un tas de vêtements, quelques articles de toilette, et a laissé sa clé de la maison sur le comptoir de la cuisine. Le trust a été finalisé quelques jours plus tard. Les 823 000 $ ont été transférés. Verrouillé à double tour. Ma sœur et moi comme cofiduciaires, moi comme seul bénéficiaire. Le langage excluant explicitement les conjoints prenait presque une page entière du document du trust. L'avocat avait été minutieux. 3 semaines après son départ, j'ai reçu un appel d'un avocat dont je n'avais jamais entendu parler. Elle avait demandé le divorce. Mise à jour, la requête en divorce est arrivée dans une de ces enveloppes plates en papier craft. Son avocat était quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler. Je l'ai cherché en ligne. Petit cabinet. Les avis étaient mitigés. La requête elle-même était bâclée. Erreur de formatage, quelques fautes de frappe. C'était un avocat bon marché. L'ami de ma sœur a recommandé une avocate spécialisée en divorce. Patricia, fin de la cinquantaine, tailleur strict, réputée pour ne se laisser marcher sur les pieds par personne. Lors de la première réunion, elle a étalé la requête sur son bureau et a réellement souri. Elle demande la moitié de l'héritage. Ça n'arrivera pas, oh, je sais. Ce qui est drôle, c'est qu'elle ne le sait pas encore. Patricia a tapoté la page. Ça va être une expérience très éducative pour elle. Nous avons déposé notre réponse dans la semaine. Division standard des actifs, équité de la maison partagée 50-50e, compte joint divisé, compte de retraite selon la loi de l'État, mais l'héritage listé comme bien propre détenu dans un trust irrévocable non sujet au partage, avec les documents complets du trust en pièces jointes. Son avocat a demandé la communication des pièces financières. Nous avons tout envoyé. Relevé bancaire remontant à 3 ans, compte d'investissement, fiche de paie, déclaration d'impôt, et les documents du trust, les 63 pages, avec le langage d'exclusion du conjoint surligné. Patricia m'a appelé peut-être 1 semaine plus tard. Écoutez ça. Elle a mis son téléphone sur haut-parleur, a fait jouer un message vocal de l'avocat de ma femme. Il avait l'air stressé. Patricia, salut, c'est Tom. Nous devons discuter de cette situation de trust dont ma cliente n'était pas pleinement consciente. Écoutez, pouvons-nous nous rencontrer? Conférence de règlement. Je pense que nous pouvons trouver un arrangement ici. Patricia souriait comme si elle avait gagné au loto. Il veut négocier parce que sa cliente vient de réaliser qu'elle n'a aucune prétention sur cet argent. Il essaie de sauver la face. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que nous sommes absolument disponibles pour nous rencontrer et discuter du règlement. Très disponible. La conférence de règlement a eu lieu dans le bureau de Patricia. Grande salle de conférence. Trop d'acajou. Fenêtre donnant sur la rue. Ma femme est arrivée avec Tom et, ajout surprise, sa mère. C'est là que j'ai su que ça allait être moche. Nous nous sommes tous assis. L'assistante de Patricia a apporté du café et de vraies tasses en porcelaine. Très professionnel. Ma femme ne voulait pas croiser mon regard. Elle fixait juste la table comme si elle me regardait, elle se transformerait en pierre. Tom a ouvert la séance. Il avait peut-être la trentaine. Il avait déjà l'air épuisé. Donc, concernant le trust, celui-ci a été établi après le mariage. Pendant la séparation, a corrigé Patricia, après que votre cliente a posé un ultimatum et a volontairement quitté le domicile conjugal. D'accord.
Mais la position que nous prenons est que cela représente des fonds matrimoniaux qui devraient être sujets à un partage équitable. Patricia a ouvert son dossier, a sorti un document. Le trust est irrévocable et exclut explicitement les conjoints de toute réclamation sur les actifs. L'argent n'entre jamais dans le patrimoine conjugal. Ce n'est pas un bien matrimonial, quelle que soit la définition du terme. Nous pourrions soutenir que cela a été établi pour frauder ma cliente de ses droits matrimoniaux. Que cela a été fait de mauvaise foi pour cacher des actifs. Vous pourriez avancer cet argument. Vous perdriez lourdement. Le trust a été établi après que votre cliente a menacé de divorcer et abandonner le domicile conjugal. Mon client protégeait un héritage, ce qui est son droit légal absolu, contre quelqu'un qui venait de faire comprendre qu'elle valorisait l'argent plus que la relation. Si quoi que ce soit, son ultimatum et ses menaces lui ont donné un excellent motif pour protéger des actifs sur lesquels elle n'avait aucun droit. Ma femme a enfin parlé. Sa voix tremblait. Cet argent est censé être à nous. Nous sommes mariés. Tu as demandé le divorce, ai-je dit doucement. Parce que tu as refusé de partager. Parce que tu m'as posé un ultimatum sur de l'argent sur lequel tu n'avais aucun droit. Sa mère s'est penchée en avant. Tu as toujours été égoïste. Même quand vous sortiez ensemble, je l'ai mise en garde contre toi. Patricia a levé la main. Gardons cela productif. Voici les faits. L'héritage n'est pas sujet au partage. Point final. Nous sommes disposés à discuter des véritables biens matrimoniaux, l'équité de la maison, les comptes joints, les choses sur lesquelles vous avez réellement des droits, mais ce trust est complètement hors de question. Tom a regardé ma femme. Elle devenait rouge, cette veine sur son front commençait à se montrer. C'est ridicule. Il cache de l'argent que nous sommes censés partager. Il protège un héritage contre quelqu'un qui a menacé de le quitter pour ça, a dit Patricia. Il y a une différence. Je suis sa femme. Qui lui a dit que le mariage était fini à moins qu'il ne remette l'argent hérité de son père? J'ai dit, tu as fait le choix. Ce sont les conséquences. Elle a bondi sur ses pieds. Sa chaise a roulé en arrière, a heurté le buffet derrière elle. Tu sais quoi? Très bien. Tu veux jouer à ça? Très bien. Je veux la maison. La maison a environ 118 000 $ d'équité, a dit Patricia calmement. Vous avez droit à la moitié? C'est 59 000 $. Non, je ne veux pas d'argent. Je veux la maison. Donc, vous exigez qu'il vous rachète votre part ou vous forcerez la vente? Oui. J'étais prêt pour ça. Je vais te racheter ta part. Elle a eu l'air choquée, comme si elle s'était attendue à ce que je me batte. Tu me donneras 59 000 $. C'est à moitié l'égal de l'équité. Oui. Et je veux une pension alimentaire. Patricia s'est penchée en avant, stylo prêt sur son bloc-notes. Sur quelle base? Vous êtes employé. À temps partiel? Je gagne seulement genre 28 000 $. Il gagne plus de 90 000 $. Ce n'est pas juste. Vous avez choisi de travailler à temps partiel. Vous êtes parfaitement capable d'occuper un emploi à temps plein. Le tribunal ne subventionne pas les choix de vie. Tom s'est raclé la gorge. Nous pourrions plaider pour une aide à la réinsertion professionnelle. Le temps pour elle d'augmenter sa capacité de gain. Bien sûr, vous pourriez obtenir un soutien temporaire. 1 an, peut-être 2, probablement 500 $ par mois. Vous voulez me payer 5 000 $ d'honoraires pour vous battre pour 12 000 $ au total? Tom a regardé ma femme. Elle faisait du calcul mental. Je pouvais voir les calculs défiler. Il devrait payer mes frais juridiques. Il a de l'argent. Non, ai-je dit. Tu as presque 1 million de $ dans un trust qui est irrévocable. Je ne peux pas y accéder pour payer des dettes matrimoniales. Tu voulais ce divorce. Tu paies ton avocat. Sa mère a commencé à lui chuchoter quelque chose avec insistance. Le visage de ma femme passait du rouge au violet. C'est complètement n'importe quoi. Tu m'arnaques exprès. Tu t'es arnaqué toi-même quand tu as menacé de me quitter pour de l'argent qui n'a jamais été à toi. Tu es parti. Tu as demandé le divorce. Tu ne peux pas être en colère contre les conséquences maintenant. Tom s'est levé. Faisons une pause. 15 minutes. Ils sont sortis. Patricia m'a regardé.
Elle va revenir avec des exigences. Des objets spécifiques de la maison. Préparez-vous. Elle avait raison. 20 minutes plus tard, ils sont revenus en file indienne. Ma femme avait un bloc-notes avec une liste écrite à la main, probablement faite dans la salle de pause. Elle voulait le canapé d'angle du salon que nous avions acheté chez Ashley Furniture pour $3200, la chambre à coucher de sa grand-mère, ma télé, la Samsung 65 pouces, ma collection de premières éditions des romans d'Asimov que papa m'avait donné sur 20 ans, mon maillot signé et encadré du match des Eagles, et même ma voiture, la Toyota Camry déjà payée. J'ai dit non à chaque demande. Tu me dois ça après tout ça. Je te dois la moitié des biens matrimoniaux tels que définis par la loi. C'est tout. Tu ne peux pas prendre des choses par colère. Ces livres valent des milliers. C'étaient des cadeaux de mon père sur 20 ans, pas des biens matrimoniaux. Tu es en train de me voler. Demander une propriété sur laquelle vous n'avez aucun droit légal après avoir demandé le divorce se rapproche davantage d'une tentative de vol, a dit Patricia doucement. En fait, nous avons négocié pendant encore 3 heures. Finalement, nous avons abouti à un accord. Elle reçoit $59 000 pour sa moitié de l'équité de la maison. Elle garde sa Honda qui est déjà à son nom de toute façon. Elle récupère ses effets personnels et la moitié des meubles, les trucs que nous avons achetés ensemble pendant le mariage, pas les affaires de famille ou les cadeaux. Pas de pension alimentaire. Chacun paie ses propres frais d'avocat. Nous divisons les environ $4000 de dette de carte de crédit 50/50. Elle a signé. Mais le regard qu'elle m'a lancé quand elle l'a fait. De la haine pure, non diluée. Tu vas regretter ça, a-t-elle dit. Je ne pense vraiment pas, ai-je répondu. Mise à jour 2, le divorce a été finalisé environ 6 semaines plus tard. Je lui ai payé les $59 000 de mes économies régulières. Ça a fait mal de prendre ce coup, mais ça valait la peine de posséder la maison libre et sans attache avec elle. Elle a déménagé dans un appartement, a dit aux gens qu'elle restait chez sa mère temporairement. La partie, temporaire, a duré peut-être 2 semaines avant que le vrai spectacle ne commence. Première étape, destruction de réputation. Elle a commencé à dire à tous ceux que nous connaissions que j'avais caché de l'argent, que je l'avais trompé dans le divorce, que j'avais manipulé le système judiciaire pour voler ce qui lui revenait de droit. Des amis communs ont commencé à appeler, « Mec, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle dit que tu as caché des actifs. Je suis resté simple. Nous avons divorcé. C'est fini. Je ne vais pas me disputer à ce sujet. La plupart des gens ont compris. Certains non. J'ai perdu peut-être 4 ou 5 amis qui ont juste accepté sa version sans poser de questions. Ces amitiés n'étaient pas réelles de toute façon. Ensuite, elle a monté d'un cran. J'ai reçu du courrier chez moi remis en main propre, pas par la poste. C'était une facture qu'elle avait rédigée sur du papier de cahier, prétendant que je lui devais $14 500 pour des améliorations de la maison qu'elle avait financée pendant le mariage. J'ai pris une photo, je l'ai envoyée à Patricia. Patricia lui a envoyé une lettre. Le divorce est définitif. Toutes les réclamations sont résolues selon l'accord de règlement signé par les 2 parties. Tout contact ultérieur doit passer par ce bureau. Continuer le contact direct constitue du harcèlement. Mon ex a commencé à m'envoyer des textos quand même. Numéros différents. Elle avait pris un nouveau téléphone. Tu as tout détruit. J'espère que tu es content de toi. Tu vas regretter ce que tu m'as fait. Tout le monde va savoir quel genre de personne tu es vraiment. J'ai bloqué le nouveau numéro après le 4e message. C'est là que les choses sont devenues inquiétantes. Sa mère a appelé mon bureau, a appelé mon patron directement, a obtenu son poste on ne sait comment, lui a dit que je retenais illégalement de l'argent de mon ex-femme et que les autorités pourraient enquêter. Mon patron, à qui j'avais raconté toute l'histoire des mois auparavant, lui a dit de ne plus appeler et a raccroché, mais il m'a convoqué dans son bureau après. La mère de votre ex-femme vient de m'appeler. Je sais. Je suis désolé. Ne soyez pas désolé. Je voulais juste que vous sachiez que c'est arrivé. Je lui ai dit de ne plus appeler. Si elle le fait, nous traiterons cela officiellement. J'apprécie ça. Vous tenez le coup? Ouais, je gère juste les retombées. Patricia a envoyé des lettres de mise en demeure formelle à mon ex et à sa mère. Langage juridique sur le harcèlement, la diffamation, et les conséquences potentielles si le contact continuait. Calme plat pendant environ 1 semaine.
Puis mon ex a déposé une requête pour rouvrir le divorce. Ses motifs, elle avait signé le règlement sous la contrainte émotionnelle, ne comprenait pas pleinement les implications juridiques, et il y avait des actifs non divulgués, le trust qui aurait dû être divisé. Patricia m'a appelé. Elle semblait presque joyeuse. Ne vous inquiétez pas, c'est un geste de désespoir. Elle n'a rien, mais nous devons répondre. Et honnêtement, je vais apprécier ça. Retour au tribunal. Le même juge qui avait validé le divorce. Il a eu l'air irrité quand il nous a vus sur le rôle. Mon ex avait engagé un nouvel avocat. Un type en costume coûteux, mallette en cuir fantaisie. Cela lui coûtait beaucoup d'argent. Le nouvel avocat s'est levé. Son nom était Richard. Très mielleux. Votre honneur, ma cliente a signé l'accord de règlement sous la coercition. Le trust établi pendant la séparation contient ce qui devrait être des actifs matrimoniaux sujets à un partage équitable. Patricia s'est levée. Elle avait cette présence. On faisait attention quand elle parlait. Votre honneur, puis-je présenter une chronologie? Elle a tout passé en revue méthodiquement. L'ultimatum de mon ex, son départ de la maison, son absence de 3 semaines, le trust établi pendant la séparation à des fins légitimes de planification successorale, la divulgation financière complète pendant la phase de communication des pièces, les propres déclarations de mon ex et sa déposition reconnaissant l'héritage. Puis elle a présenté les documents du trust, a montré au tribunal les clauses d'irrévocabilité, les exclusions explicites du conjoint, les objectifs légitimes de protection des actifs hérités. Le juge a tout lu. Quand il a levé les yeux vers mon ex, son expression n'était pas amicale. Madame, vous étiez au courant de cet héritage lorsque vous avez demandé le divorce. Oui, votre honneur, mais... Et vous aviez une représentation juridique tout au long de la procédure. Oui, mais mon avocat n'a pas. Avez-vous signé l'accord de règlement après avoir eu l'occasion de l'examiner? Je l'ai fait, mais je n'avais pas compris que l'argent serait. Ce n'est pas de la fraude, madame. C'est juste que vous n'aimez pas le résultat. Il a posé les papiers, l'a regardé par-dessus ses lunettes. Votre requête est rejetée. Le règlement reste tel qu'il a été signé. De plus, il a fait une pause, laissant l'information pénétrer, si vous déposez d'autres requêtes sans nouvelles preuves substantielles de fraude ou de coercition réelle, j'examinerai une motion de sanction. Comprenez-vous ce que cela signifie? Mon ex a regardé son avocat coûteux. Il évitait son regard. Cela signifie que vous paieriez ses frais juridiques, a clarifié le juge, et feriez possiblement face à des pénalités pour litige abusif. Sommes-nous clairs? Oui, a-t-elle dit doucement. Bien. Nous en avons terminé ici. À l'extérieur du palais de justice, mon ex a essayé de m'approcher. Les 2 avocats ont bougé pour la bloquer simultanément. Tu as tout pris. A-t-elle crié à travers l'espace qui nous séparait. J'ai pris ce qui était légalement à moi. Tu as choisi de partir. Tu as choisi de divorcer. Tu n'aimes simplement pas qu'il y ait eu des conséquences. Je t'aimais. Je t'ai donné 6 ans. Tu m'as posé un ultimatum pour de l'argent. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'avidité. Tu vas mourir seul. Patricia m'a tiré vers le parking. N'entrez pas dans son jeu. C'est fini. Nous avons pris un café à son bureau après. Elle l'a fait dans une de ces machines sophistiquées qui coûtent probablement plus cher que les mensualités de ma voiture. C'est fait, a-t-elle dit. Le juge a été clair comme de l'eau de roche. Plus de requêtes sans motif sérieux. Tout avocat qui prendrait son dossier à ce stade est soit incompétent, soit désespéré. Et si elle essaie quand même? Elle ne le fera pas. Avez-vous vu son visage quand le juge a mentionné les sanctions? Elle devrait payer vos frais d'avocat plus des pénalités. Personne n'est aussi stupide. Il s'est avéré qu'elle n'était pas aussi stupide. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle directement, mais le réseau de Rago m'a tenu informé de la suite. Elle avait brûlé son règlement de 59 000 $ en moins de 4 mois. Nouveau SUV, une Nissan Pathfinder dont elle n'avait pas besoin, nouveau meuble pour l'appartement, voyage de 10 jours à Aruba, aide à sa mère pour rattraper les factures, sortie au restaurant constante. Quand l'argent a disparu, elle a essayé d'obtenir un prêt personnel. La banque m'a appelé pour vérifier l'emploi et les revenus. Elle m'avait listé comme référence sans demander. J'ai dit que je n'étais pas à l'aise pour fournir une référence pour mon ex-femme. Prêt refusé.
Elle a dû vendre le nouveau SUV à perte, a emménagé chez sa mère pour de bon cette fois. Le travail de comptable à temps partiel ne suffisait pas pour vivre. Elle a essayé d'obtenir des heures à temps plein, mais ils avaient déjà embauché quelqu'un d'autre pour ces postes. Aux dernières nouvelles, elle cumulait 2 emplois à temps partiel, son poste de comptable original et quelque chose dans un magasin de détail. Elle continuait de dire à tous ceux qui voulaient bien l'écouter que je l'avais ruinée financièrement. Pendant ce temps, j'ai refinancé la maison à 2,8%. Le trust continuait de croître. Fonds indiciels conservateurs, rendement constant. Ma sœur et moi avons mis en place un fonds de bourse d'études au nom de papa. Nous avons donné 2 bourses cette année à des étudiants en ingénierie locaux. Papa aurait aimé ça. La vie était plutôt belle. Mise à jour finale, cela fait environ 14 mois que le divorce a été finalisé. Il est temps de clore ce chapitre. Mon ex a fini par obtenir un poste de comptable à temps plein dans une autre entreprise. Ça paie mieux que le boulot de tenue de livre. Elle vit toujours chez sa mère, mais j'ai entendu dire qu'elle cherchait son propre logement. J'ai aussi entendu dire qu'elle voyait quelqu'un. J'espère que ça marchera mieux cette fois. Sa mère dit toujours du mal de moi. Raconte à qui veut l'entendre que j'ai volé sa fille. La plupart des gens qui connaissent les 2 versions se contentent de hocher la tête poliment et passent à autre chose. Certains la croient. Je ne peux pas contrôler ça. J'ai dû couper les ponts avec quelques amis communs qui continuaient de me mettre la pression pour l'aider financièrement parce que j'ai l'argent et elle est en difficulté. Ces gens ont reçu un non ferme quand ils ne voulaient pas lâcher l'affaire. J'ai coupé le contact. Les vrais amis ne font pas ça. La maison est entièrement à moi. Refinancé, j'ai fait quelques rénovations, repeint le salon, acheté de nouveaux meubles, transformé la chambre d'amis en bureau. On dirait mon espace maintenant, pas notre espace. C'était plus important que ce à quoi je m'attendais. Le trust fait exactement ce qu'il est censé faire, grandissant régulièrement. Investissement prudent. Ma sœur et moi avons élargi le fonds de bourse. Nous donnons 4 bourses l'année prochaine au lieu de 2. Ça semble juste. On a l'impression que l'héritage de papa fait du bien. J'ai eu une promotion au travail il y a quelques mois. Plus de responsabilités, plus de salaire. J'ai mis l'argent supplémentaire pour rembourser l'hypothèque plus tôt. Je devrais en avoir fini dans 8 ans au lieu de 25. J'ai commencé à voir quelqu'un il y a environ 4 mois. Elle est professeure de maths au lycée, a son propre appartement, et complètement indépendante. Quand je lui ai parlé du divorce, juste les bases, sa réponse a été « Elle t'a posé un ultimatum sur l'héritage de ton père. » À quoi s'attendait-elle qu'il arrive? C'était tout. Pas de fouille pour des détails. Pas de questions sur le montant, pas d'allusion à un accès, juste la reconnaissance que mon ex a pris une très mauvaise décision. On y va doucement, mais c'est bien. C'est normal. Pas de jeu, pas de manipulation, pas d'exigence financière. Juste 2 personnes qui apprennent à se connaître. Mon ex m'a envoyé un texto il y a quelques mois depuis encore un nouveau numéro. Je veux juste que tu saches que je vais bien, mieux que jamais. Je n'ai jamais eu besoin de ton argent de toute façon. Je n'ai pas répondu. Patricia m'avait mis en garde contre ça. Le message, je vais super bien, conçu pour me faire culpabiliser ou obtenir une réaction. Je l'ai ignoré. Toute cette expérience m'a appris quelque chose d'important. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le la première fois. Quand quelqu'un essaie de vous manipuler avec des ultimatums, laissez-le aller au bout. Quand quelqu'un valorise l'argent plus que la relation, laissez-le choisir l'argent. Mon ex voyait cet héritage comme un jackpot auquel elle méritait l'accès parce qu'elle avait un certificat de mariage. Quand j'ai dit non, elle a pensé qu'un ultimatum me forcerait la main. Elle pensait que je céderais. Elle pensait que j'accordais plus de valeur au mariage qu'à mes principes. Elle a mal calculé. L'argent n'était même pas vraiment une question d'argent. C'était une question de ce que papa avait construit, de ce qu'il voulait laisser derrière lui, de son héritage. Mon ex voulait le contrôler, le dépenser, prendre des décisions à son sujet juste parce qu'elle m'avait épousé. Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'héritage. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le mariage. Quand elle a exigé l'accès ou menacé de partir, elle m'a montré exactement qui elle était. Quelqu'un qui utiliserait notre mariage comme levier pour un gain financier. Quelqu'un qui poserait des ultimatums au lieu d'avoir un partenariat. Quelqu'un qui voyait des signes de dollars, pas une relation. J'ai contré son bluff.
Elle est partie. Elle a déposé une demande. Elle a essayé de réclamer de l'argent sur lequel elle n'avait jamais eu de droit. Le système judiciaire a dit non. Elle a réessayé. Le juge lui a dit d'arrêter de faire perdre du temps à tout le monde. Maintenant, elle vit sa vie. Je vis la mienne. Nous sommes tous les deux mieux séparés. Le trust a fait son travail. Il a protégé l'héritage de papa de quelqu'un qui pensait que le mariage lui y donnait droit. Avec du recul, cet ultimatum était probablement la meilleure chose qui aurait pu arriver. Il m'a montré qui elle était vraiment avant que des enfants ne soient impliqués, avant que plus de temps ne soit perdu, avant que les choses ne deviennent plus compliquées. À quiconque vit quelque chose de similaire, protégez-vous. Fixez des limites. Ne laissez personne vous manipuler avec des ultimatums pour de l'argent sur lequel ils n'ont aucune réclamation. Si quelqu'un est prêt à mettre fin à votre mariage pour de l'argent qu'il n'a jamais gagné, auquel il n'a jamais contribué, sur lequel il n'a jamais eu aucun droit, laissez-le faire. La bonne personne n'exigera pas votre héritage, ne posera pas d'ultimatum, comprendra que certaines choses sont séparées, que les limites comptent, et que le mariage n'est pas un laissez-passer gratuit pour tout ce que vous possédez. Mon ex voulait l'argent de mon père, voulait contrôler des actifs qu'elle n'avait jamais gagnés. Elle pensait qu'un ultimatum fonctionnerait. Ça n'a pas marché, et je m'en sors très bien sans elle.